À 4 heures, 57 camions surgissent et se figent à la frontière. Sous la farine et le lait apparaissent fusils, grenades et roquettes. La valeur frôle 700 millions de dollars et la mise en scène ressemble moins à un trafic qu'à une livraison calibrée. En quelques minutes, l'affaire bascule vers un soupçon d'ingérence. Itinéraires multiples, créneaux de 20 ans minutes, armes venues de 3 zones de guerre et des chauffeurs qui parlent de pièces agricoles. Alors, que gagne le Burkina Faso si Ibrahim Traoré expose tout et que risque-t-il si le récit lui échappe? Ce récit promet une lecture simple d'un événement complexe. Une saisie nocturne qui, selon le dossier, révèle une mécanique d'ingérence plus large. En 15 minutes, le spectateur comprend l'enjeu et l'épreuve. L'enjeu immédiat n'est pas seulement la quantité d'armes, mais la question de la capacité d'un État à détecter une attaque silencieuse avant qu'elle ne devienne irréversible. Si l'opération avait glissé hors de contrôle, la crise annoncée aurait touché la confiance publique, la sécurité et la stabilité régionale. À l'inverse, si l'État prouve la chaîne complète, financement, transport, assemblage, il impose un cadre de fait difficile laquelle il a minimisé. La promesse, ici, tient à une méthode. Suivre les indices concrets, puis mesurer ce qu'ils impliquent sans accélérer les conclusions. Un détail revient comme un fil tendu. Les camions n'auraient pas formé une seule colonne, mais convergé selon un schéma synchronisé. Et si ce schéma était le vrai message, plus encore que la cargaison? Le premier révélateur tient en 2 phrases et un chiffre. Les enquêteurs découvrent que les 57 camions n'ont jamais roulé ensemble et que la cargaison représente près de 700 millions de dollars. Ce simple écart transforme une saisie en test systémique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'affaire quitte immédiatement le registre du spectaculaire pour entrer dans celui de la démonstration. Un premier basculement apparaît dans la logistique. Les cartes montrent des itinéraires distincts, des points de départ éloignés et des créneaux de moins de 20 minutes avant une convergence finale près de la frontière togolaise. Rien n'indique une improvisation. Chaque chauffeur ne connaît qu'un fragment du trajet. Chaque pause est codée et certains pensent transporter des pièces des caisses agricoles. Le dispositif suggère une architecture pensée pour passer sous les radars plutôt qu'une simple ruse de contrebandier. Le contexte sécuritaire éclaire cette lecture. Le Burkina Faso évolue dans un environnement où la frontière est à la fois une ligne administrative et une zone grise. Avant cette nuit, le passage était routinier. Après une anomalie détectée par radar, il devient un corridor d'alerte. Ce basculement rapide du calme au danger explique pourquoi l'État agit sans délai et pourquoi Ibrahim Traoré exige une procédure exhaustive. Numéro de série, flux financier, interrogatoire croisé. Un détail pèse particulièrement. Les armes proviennent de 3 zones de guerre différentes, assemblées comme les pièces d'un puzzle éloigné. Cette diversité complique la traçabilité classique et indique une capacité à agréger des flux dispersés. Dans ce contexte, la saisie cesse d'être un succès isolé. Elle devient la première pièce visible d'un réseau capable de financer, transporter et livrer un arsenal complet. La question ouverte en trouve ici un premier élément de réponse. Si un État peut être testé par une intrusion silencieuse, il peut aussi retourner l'épreuve en exposant la méthode. Ibrahim Traoré choisit alors de transformer l'enquête en récit factuel, précisément pour fermer l'espace de la spéculation. Le récit s'incarne d'abord dans une vigilance individuelle. Cette nuit-là, le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes frontières de la région des Canaries, remarque une anomalie que beaucoup auraient ignorée. Des camions avançant sans phare à une heure où aucun flux commercial légitime n'est attendu. Ce détail déclenche une décision rapide. Il réunit une unité improvisée, 15 soldats, 2 blindés légers et un drone prêté par l'armée.
et verrouille le passage avant toute dispersion. L'impact est immédiat. Le drone confirme une colonne inhabituelle, puis révèle des silhouettes thermiques progressant en silence. Les blindés se repositionnent pour créer un goulot d'étranglement. En quelques minutes, la routine frontalière bascule en opération d'alerte. Le premier camion est immobilisé, puis un second. Sous des sacs méticuleusement empilés apparaissent des caisses scellées, identiques à celles observées sur d'autres théâtres de conflit. La précision du conditionnement, la répétition des codes et la symétrie des charges trahissent une logistique militaire. Un second cas renforce le diagnostic. Un conducteur répète qu'il transporte des pièces agricoles, mais une note codée retrouvée sur lui décrit 3 points de convergence alignés sur des créneaux inférieurs à 20 minutes. À ce stade, l'unité comprend qu'elle affronte la phase finale d'un plan conçu à distance. La vigilance locale a empêché une dispersion qui aurait rendu toute interception quasi impossible. Ce moment change l'échelle de l'affaire. Une intuition individuelle devient un verrou collectif. Ce que cela signifie, c'est qu'une alerte minuscule peut stopper une menace globale. Avant l'alerte, la frontière fonctionne sur un mode routinier. Les passages nocturnes sont rares, les contrôles espacés et la circulation se résument à quelques flux agricoles attendus. Après le signal discret détecté par radar, tout change en quelques minutes. Le calme se transforme en urgence opérationnelle. Cette transition marque le véritable déclencheur. Une anomalie minuscule oblige l'État à agir sans délai avant que la situation ne devienne irréversible. Ibrahim Traoré est informé que la fenêtre d'action est étroite et que chaque minute compte. D'abord, tout s'active. À 4 heures, les équipes sur le terrain confirment que les camions n'avancent pas en colonne unique, mais par vagues régulières. Les chauffeurs semblent suivre un métronome invisible. Les communications internes s'intensifient, les blindés légers se repositionnent et le drone maintient une surveillance basse altitude. L'objectif est clair, empêcher toute dispersion vers les pistes secondaires. À 4h12, le premier camion est immobilisé. 2 minutes plus tard, un second cède. L'effet domino commence. Le moment culminant survient lorsque les premières caisses sont ouvertes. L'odeur de l'huile d'armes neuves se répand, confirmant que l'acheminement n'a rien d'artisanal. Les soldats découvrent fusils, grenades, missiles antiaériens et roquettes flambant neuves. Les véhicules continuent d'arriver selon un rythme régulier, ce qui indique une coordination en profondeur. Un goulot d'étranglement est créé. Les blindés bloquent pas le passage, les portes sont verrouillées et le périmètre sécurisé. À 4h27, l'ensemble du convoi est figé. Puis viennent les répliques immédiates. Les conducteurs tentent de fuir, de cacher des téléphones ou de livrer des récits contradictoires. Certains affirment toujours transporter des marchandises agricoles. Les interrogatoires rapides révèlent pourtant un créneau horaire précis, entre 3h45 et 4h20, durant lequel la route devait rester libre. Cette précision temporelle suggère un contrôle extérieur non seulement de la logistique, mais aussi du timing exact de l'opération. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit le premier rapport consolidé et exige que chaque caisse soit traitée comme une preuve. À l'aube, l'opération quitte le registre tactique pour entrer dans une dimension politico-stratégique. Les équipes médico-légales sont mobilisées, les magistrats mis en alerte et les données commencent à être centralisées. Ce qui aurait pu rester une interception locale devient un événement national. La chronologie révèle alors sa logique, tester la capacité de réaction d'un État, en comprimant le temps, en fragmentant l'espace et en saturant l'attention. Désormais, la question n'est plus de savoir comment les camions ont été stoppés, mais pourquoi cette séquence précise a été choisie. Cette chronologie est-elle un simple échec logistique
ou le brouillon d'une crise plus vaste avortée de justesse. La lecture de l'affaire change lorsqu'elle se concentre sur trois mesures clés. Avant cette nuit, les saisies d'armes à la frontière n'avaient jamais dépassé quelques centaines d'unités. Après l'interception, l'inventaire révèle un volume sans précédent, qui oblige à revoir l'hypothèse d'un trafic local. Ce passage d'un ordre de grandeur à un autre constitue le premier delta et installe un seuil analytique difficile à contourner. La première donnée porte sur les 25 000 fusils découverts dans les camions. Ce chiffre excède de très loin toutes les saisies antérieures connues dans le pays. À titre de comparaison, un tel volume permettrait d'équiper plusieurs brigades régulières. Cette masse d'armes ne correspond pas à une accumulation opportuniste. Elle implique une capacité de stockage, de financement et de coordination que des réseaux locaux fragmentés ne peuvent assumer seuls. Le nombre, ici, sert moins à impressionner qu'à exclure certaines explications. La deuxième mesure concerne les 13 millions de munitions soigneusement emballées. Cette quantité est suffisante pour soutenir des mois de combat continus sans dépendre de réapprovisionnement immédiat. L'emballage homogène et la diversité des calibres montrent une logistique mature pensée pour durer. Les origines multiples attribuées à des flux libyens, yéménites et européens indiquent une convergence silencieuse de plusieurs circuits internationaux. Là encore, le delta est clair. On passe d'une circulation sporadique à une planification de long terme. La troisième mesure synthétise les deux premières, une valeur financière estimée à plus de 700 millions de dollars pour l'ensemble du convoi. Ce montant équivaut au budget annuel de secteur public entier du Burkina Faso. Cette comparaison place immédiatement l'opération dans une dimension géopolitique. Une telle somme suppose des relais financiers répartis entre plusieurs capitales et des mécanismes de dissimulation sophistiqués. Elle ne peut être absorbée par un marché criminel régional sans laisser de traces visibles. Pris ensemble, ces trois chiffres forment une démonstration arithmétique. Ils transforment un inventaire en preuve structurelle. Les codes d'expédition, les dates et la diversité des origines montrent qu'il ne s'agit pas d'un assemblage accidentel. La chaîne va du financement à la livraison finale, en passant par le stockage et la synchronisation des itinéraires. Face à ces données, l'État choisit la transparence. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les caisses sont alignées, les numéros de série exposés et les flux financiers projetés devant la presse. Cette exposition publique n'ajoute aucun fait nouveau, elle change la lecture. Les chiffres cessent d'être abstraits et deviennent un langage commun, difficile à contester sans produire des contre-preuves. La saisie se mue alors en précédent, un exemple où la donnée sert de défense narrative autant que de preuve matérielle. La question ouverte en trouve ici un pivot clair. Si la séquence était un test, les chiffres montrent que l'enjeu dépassait largement une simple tentative locale. Une première lecture soutient que la saisie relève d'un incident local amplifié par le contexte politique. Selon cette thèse, l'ampleur du convoi aurait été mise en avant pour renforcer l'image d'un pouvoir protecteur sans preuve irréfutable d'une ingérence extérieure structurée. Les défenseurs de cette position rappellent que des saisies antérieures, bien que significatives, n'ont jamais permis d'identifier clairement des commanditaires étrangers. Ils estiment que l'intervention d'Ibrahim Traoré pourrait s'inscrire dans une stratégie de consolidation de l'autorité, utilisant un événement exceptionnel pour produire un effet symbolique durable. Cette lecture souligne aussi les zones d'ombre de l'enquête. Certains documents n'auraient pas permis d'établir des responsabilités directes au-delà des exécutants. Les chauffeurs, interrogés, livrent des récits fragmentaires et parfois incohérents.
ce qui pourrait indiquer une opération opportuniste exploitant des failles existantes, plutôt qu'un plan politique coordonné. Dans cette optique, la saisie serait réelle, mais son interprétation exagérée. La contre-analyse repose sur les données accumulées. Les chiffres eux-mêmes contredisent l'hypothèse d'un simple trafic. Les 25 000 fusils, les 13 millions de munitions et la coordination temporelle du convoi dépassent de loin les capacités d'un réseau local. La diversité des armes provenant de plusieurs zones de guerre implique des chaînes logistiques internationales. De plus, la synchronisation précise des itinéraires et le créneau horaire étroit entre 3h45 et 4h20 suggèrent un contrôle externe du timing, élément difficile à improviser. Un autre point renforce cette lecture. Les flux financiers associés à l'opération transitent par plusieurs hubs avant d'être fragmentés, un schéma typique des opérations visant à masquer des montants élevés. Cette architecture financière ne correspond pas à des circuits criminels opportunistes. Elle révèle une intention durable et structurée. En mettant en regard ces deux thèses, une conclusion intermédiaire s'impose. Un gouvernement peut tirer un bénéfice politique d'une crise, tout en étant réellement confronté à une tentative de déstabilisation. Les données n'effacent pas la dimension politique, mais elles réduisent fortement l'hypothèse d'une mise en scène totale. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une amplification que comme une réponse à un risque mesurable. À mi-parcours, un élément fait basculer l'enquête d'une lecture sécuritaire vers une lecture politique. Les enquêteurs récupèrent un fichier numérique lié à un suspect clé qui mentionne un projet intitulé Démocratie restaurée. Jusqu'ici, les faits décrivaient une logistique d'armes. Désormais, ils esquissent une intention. Le document relie des échanges financiers, des courriels et des calendriers à une finalité explicite: provoquer un renversement institutionnel par saturation sécuritaire. Ce révélateur recompose l'ensemble. La diversité des armes, la synchronisation des camions et la valeur financière ne sont plus seulement des indices techniques, ils deviennent les briques d'un plan cohérent, pensé sur plusieurs mois. L'opération n'était pas destinée à créer un choc immédiat, mais à installer un déséquilibre progressif, difficile à attribuer et coûteux à corriger. À ce stade, Ibrahim Traoré opte pour une ligne claire. Plutôt que de laisser circuler des interprétations concurrentes, il autorise la mise au jour des pièces essentielles sans extrapolation. Le choix n'est pas anodin. Exposer un plan avorté, c'est accepter le débat, mais c'est aussi verrouiller le récit par les faits. Ce point médian referme une dette de curiosité ouverte plus tôt. Si la chronologie était un test et les chiffres une démonstration, le document donne un nom à l'intention. La suite dépend désormais des conséquences concrètes de cette révélation. Les effets de la saisie se déploient immédiatement sur plusieurs plans, chacun révélant une facette différente de l'épreuve traversée par le pays. Du point de vue de l'État, l'impact est paradoxal. D'un côté, l'opération démontre une capacité de réaction rapide et coordonnée. En stoppant un convoi d'une ampleur inédite, l'appareil sécuritaire prouve qu'il peut détecter et neutraliser une menace silencieuse avant qu'elle ne se transforme en crise ouverte. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette réponse renforce la crédibilité institutionnelle. De l'autre, elle expose des failles structurelles, notamment dans la surveillance des frontières et la détection précoce des flux financiers. L'État sort renforcé mais conscient de sa vulnérabilité. Pour la population, les conséquences sont d'abord symboliques. Les images des camions immobilisés et des caisses ouvertes circulent rapidement, nourrissant un sentiment de fierté nationale. Beaucoup y voient la preuve qu'une vigilance locale peut déjouer des forces extérieures. Ce soutien n'est toutefois pas uniforme. Une partie de la société civile s'interroge sur l'usage politique de l'événement
et sur la transparence à long terme du processus judiciaire. Le défi ici est de maintenir la confiance en évitant que la victoire sécuritaire ne se transforme en polarisation interne. Sur le plan économique, l'effet est double. À court terme, la révélation d'un complot international peut refroidir certains investisseurs, inquiets de la stabilité du pays. À moyen terme, elle ouvre aussi des opportunités de réalignement. Le Burkina Faso peut chercher à diversifier ses partenariats commerciaux et sécuritaires, réduisant sa dépendance à des circuits traditionnels. Cette reconfiguration n'est pas automatique. Elle exige des signaux clairs de prévisibilité et de gouvernance sans lesquels l'incertitude persiste. À l'échelle régionale, les répercussions dépassent les frontières nationales. Les pays voisins, confrontés à des menaces similaires, observent l'affaire comme un cas d'école. Des échanges d'informations sont renforcés et des audits des circuits d'armement sont lancés. L'incident agit comme un catalyseur pour une coopération accrue au sein du Sahel. Ici encore, Ibrahim Traoré devient un point de référence non par rhétorique, mais par la mise en commun des données et des méthodes. Ces quatre niveaux dessinent un même constat. Une opération avortée ne se limite jamais à son point d'origine. Elle redistribue des équilibres, crée des attentes et impose des choix. La révélation centrale trouve ici sa traduction concrète. Une intention dévoilée oblige chaque acteur à se repositionner, qu'il s'agisse de l'État, des citoyens, de l'économie ou de la région. À partir de la révélation centrale, l'évolution des prochains mois peut être envisagée selon trois trajectoires distinctes, sans attribuer de probabilité, mais en éclairant leurs implications. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Dans cette hypothèse, l'État renforce progressivement les postes frontaliers, améliore le partage de renseignements et consolide les procédures judiciaires ouvertes après la saisie. La coopération régionale progresse par étapes, notamment avec les pays voisins confrontés à des menaces comparables. Cette trajectoire limite les chocs mais demeure fragile. Elle dépend d'une gestion transparente des suites de l'enquête et d'une capacité à éviter que l'affaire ne se fige en conflit narratif durable autour d'Ibrahim Traoré. Un scénario plus favorable imagine que l'incident devienne un tournant stratégique. L'échec du projet révélé agit alors comme un signal dissuasif. Le pays s'impose comme un acteur capable de documenter et d'exposer une ingérence complexe sans basculer dans l'opacité. Cette crédibilité nouvelle facilite des partenariats sécuritaires et économiques diversifiés, notamment au niveau régional. Les mécanismes de coopération se formalisent et la méthode employée, exposition des données, séquençage clair des faits, sert de modèle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'ancrage institutionnel plutôt que comme un simple symbole politique. Le troisième scénario est le plus contraignant. Il repose sur une escalade des tensions et un isolement progressif. Des contestations internes émergent, alimentées par des lectures concurrentes de l'affaire. À l'extérieur, des pressions diplomatiques ou économiques s'accumulent, compliquant l'accès à certains partenariats. La situation sécuritaire reste sous contrôle immédiat, mais au prix d'une polarisation croissante. L'énergie politique est absorbée par la gestion de la crise plutôt que par des réformes structurelles. Ces trois scénarios partagent un point commun. Aucun ne dépend uniquement de la saisie initiale. Tous reposent sur la manière dont les faits seront maintenus, expliqués et traduits en décisions concrètes. La question laissée ouverte est simple. Si la méthode a permis d'éviter le pire, peut-elle aussi servir de boussole pour la suite? Au-delà des institutions, l'affaire agit comme un miroir pour différents groupes de la société, chacun y projetant ses propres préoccupations.
Pour les citoyens ordinaires, l'épisode met en lumière une réalité souvent abstraite. La sécurité ne se joue pas uniquement sur des fronts lointains, mais aussi dans des décisions prises en quelques minutes par des acteurs locaux. La vigilance n'apparaît plus comme un concept d'État, mais comme une chaîne de gestes concrets, depuis l'observation d'une anomalie jusqu'à la coordination d'une réponse. Pour les professionnels et les entrepreneurs, la séquence soulève une autre question. La stabilité n'est pas un état figé, mais un équilibre dynamique. Un événement de cette ampleur rappelle que les risques géopolitiques peuvent influencer l'environnement économique sans préavis. En même temps, il suggère que la transparence et la capacité à documenter les faits peuvent réduire l'incertitude à moyen terme. Ici, la leçon n'est pas de fuir le risque, mais de comprendre comment il est géré. Les jeunes générations, quant à elles, perçoivent souvent l'affaire comme un symbole. L'idée qu'une opération complexe puisse être déjouée par une combinaison de technologies limitées, de discipline et de responsabilité collective nourrit un sentiment d'appartenance. Ce n'est pas la puissance brute qui domine le récit, mais la cohérence de l'action. Cette lecture peut renforcer l'intérêt pour l'engagement civique et la compréhension des enjeux de souveraineté. Enfin, pour les observateurs régionaux ou internationaux, l'épisode fonctionne comme un cas d'étude. Il interroge la manière dont un pays expose une menace sans sombrer dans l'escalade rhétorique. La figure d'Ibrahim Traoré, ici, n'est pas tant celle d'un dirigeant charismatique que celle d'un point de convergence institutionnelle autour duquel les faits sont ordonnés. À ce stade, la question devient personnelle. Face à une crise évitée de justesse, que retient-on? La peur d'un chaos possible ou la preuve qu'une réponse méthodique peut faire la différence? La réponse à une opération d'ingérence de cette ampleur ne peut se limiter à une interception réussie. Elle exige une méthode continue, structurée dans le temps. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route se dessine autour de plusieurs étapes mesurables, destinées à transformer une nuit de crise en capacité durable. La première étape concerne le renseignement sur un horizon de 0 à 6 mois. Les postes frontaliers doivent être dotés de systèmes de détection connectés et d'unités d'analyse permanentes. L'objectif n'est pas de multiplier les contrôles, mais d'identifier plutôt les anomalies de flux. L'indicateur clé est simple: l'absence de passage illégal majeur détecté tardivement sur une période prolongée. La deuxième étape vise la gestion judiciaire et financière sur 3 à 9 mois. Les preuves saisies doivent être centralisées, auditées et exploitées sans rupture de chaîne. La création d'un pôle spécialisé dans la criminalité transnationale permet de croiser rapidement données logistiques et flux financiers. Le succès se mesure par le nombre de dossiers complets transmis à la justice sans retard procédural. La troisième étape est régionale sur 6 à 12 mois. Le partage d'informations avec les pays voisins devient systématique avec des protocoles communs pour le suivi des circuits d'armement. Cette coopération ne repose pas sur des déclarations, mais sur la fréquence d'opérations coordonnées et la réduction observable des flux transfrontaliers illicites. Enfin, une étape plus discrète concerne la société dès les premiers mois. L'intégration de l'affaire dans l'enseignement civique vise à renforcer la compréhension des risques d'ingérence. Ici, le critère n'est pas symbolique mais pédagogique: la capacité des jeunes à identifier et analyser des signaux faibles. Cette feuille de route ne garantit pas l'absence de nouvelles menaces. Elle propose un cadre pour y répondre sans improvisation. La question reste ouverte: ces étapes suffisent-elles à transformer une victoire ponctuelle en résilience durable? La scène qui demeure n'est pas celle des camions alignés, mais celle du métal transformé. À Ouagadougou, des armes saisies sont fondues et réutilisées pour créer des objets civils, dont une cloche destinée à une école. Ce geste symbolique condense toute l'affaire.
Ce qui devait nourrir la violence devient un outil de transmission et de mémoire. Dans la foule silencieuse, certains reconnaissent les contours d'une victoire qui dépasse le champ militaire. Ce rappel renvoie au personnage discret de Moussa Kaboré, dont l'intuition initiale a déclenché la chaîne des décisions. De l'alerte individuelle à la réponse institutionnelle, le fil conducteur reste la cohérence. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, cette cohérence s'est traduite par un choix clair, exposer les faits plutôt que d'enrober l'événement de slogans. Ce choix explique pourquoi l'affaire a pu être comprise au-delà des frontières. La cloche désormais incarne autre chose qu'un symbole. Elle rappelle que la souveraineté ne se construit pas uniquement par la force, mais par la capacité à transformer une crise en apprentissage collectif. Pour beaucoup, elle marque un seuil. Le pays n'a pas seulement évité un basculement, il a montré qu'une réponse méthodique pouvait produire du sens et renforcer la confiance. Une phrase s'impose alors, simple et durable. Rester debout commence par rester lucide. L'histoire ne se referme pas avec l'arrêt du convoi ni avec la fonte des armes. Elle se prolonge dans la manière dont chacun interprète et prolonge ce moment. Pour certains, l'affaire restera un épisode sécuritaire marquant. Pour d'autres, elle devient un rappel plus large. La souveraineté n'est jamais acquise. Elle se construit dans la durée par l'attention portée aux faits et par la capacité à en débattre sans excès. À l'échelle collective, ce type d'événement pose une question simple mais exigeante. Comment transformer une alerte évitée en force durable, sans tomber dans la peur ni dans l'autosatisfaction? Le cas du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, suggère une piste. Maintenir la discussion ouverte, ancrée dans des données vérifiables, et accepter que la vigilance soit une responsabilité partagée. Pour le spectateur, l'invitation est mesurée. Observer, questionner, comparer les récits et s'interroger sur les mécanismes qui rendent une société plus résiliente face aux pressions extérieures. Les commentaires, les échanges et les analyses prolongent ce travail collectif de compréhension. Alors, à votre échelle, qu'est-ce qui vous semble le plus décisif pour qu'un moment de crise devienne un point d'appui pour l'avenir plutôt qu'un simple souvenir spectaculaire?